Alors pour une fois, tous ceux qui regardent cette vidéo ont logiquement assisté au début de ce que je vais parler, à savoir le cinéma virtuel. En voiture! Si certains remontent jusqu'en 1915 et leur otoscopie, nous on va rester dans ce millénaire et partir de 2004 et la sortie du Pôle Express! de Robert Zemeckis. Cette année-là, les spectateurs assistent sans le savoir au progrès technique le plus important depuis l'arrivée du numérique. Un film entièrement en images de synthèse mais joué par des acteurs dont les mouvements du corps et surtout faciaux ont été enregistrés en direct. C'est une révolution dont l'impact n'est toujours pas encore défini aujourd'hui. Mais avant de vraiment commencer, je précise que je ne vais parler que du cinéma virtuel à son plus haut niveau, c'est-à-dire accompagner la performance capture. Et si vous êtes déjà perdu, ce n'est pas grave, on va voir tout de suite de quoi on parle. Tout d'abord la motion capture ou capture de mouvement. Là aussi cette innovation est récente dans sa forme la plus pratique, pas comme sur Total Recall où c'était un échec cuisant, mais comme celle popularisée par Final Fantasy, qui consiste simplement aux acteurs de jouer avec des combinaisons spécifiques et les mouvements seront enregistrés pour donner vie à des personnages. Le fonctionnement est logique. Sur les combinaisons se trouvent des petites sphères réfléchissantes appelées marqueurs, positionnées aux endroits stratégiques du corps comme les articulations. Autour du studio, des caméras infrarouges envoient des rayonnements et elles captent en retour les sphères. Comme c'est de l'infrarouge, on ne voit pas à l'œil nu les sphères briller, et comme les caméras ne voient que de l'infrarouge, elles ne captent que les sphères. Plusieurs caméras filmant la scène, on obtient une triangulation dans l'espace des marqueurs, permettant d'avoir au final un mannequin en fil de fer, qui est l'exacte copie de l'interprétation des comédiens. C'est la base du travail qui va être effectué ensuite. Le mannequin servira de squelette à ce que l'on veut, que ce soit des hommes ou des monstres. Si au début la motion capture était confinée à un studio appelé simplement le volume, car c'est à l'intérieur que les comédiens doivent évoluer, elle s'est rapidement émancipée avec le second Pirates des Caraïbes, et peut désormais être utilisée sur les tournages extérieurs. Les combinaisons sont différentes. Aux traditionnelles sphères captées par des caméras spéciales, viennent maintenant s'ajouter des éléments de tracking, ainsi que des LED visibles grâce à des caméras extrêmement sensibles. Mais là on ne parle que de motion capture, et les mains ainsi que le visage ne sont pas captés, et c'est donc à l'animateur de donner vie au personnage. La performance capture répond à ce problème. Ici les capteurs des combinaisons sont réutilisés, mais sont plus petits et collés directement sur le visage et les doigts des acteurs. Ces derniers jouent la scène et l'interprétation est entièrement enregistrée. Les animateurs ne rentrent plus en ligne de compte pour donner vie au personnage, puisque ce sont les acteurs qui s'en sont occupés. Dorénavant, l'alliance de la motion et de la performance capture donne des résultats excellents sur les tournages réels, et il n'est plus rare de voir des comédiens interpréter des rôles qu'ils n'auraient pas pu jouer il y a seulement 10 ans. Petite info en plus, les combinaisons sont le plus souvent grises, alors que c'est souvent le vert qui est choisi pour faciliter le détourage. Mais le gris est la couleur qui interfère le moins avec son environnement, et facilite donc le compositing. Mais au final, tout ça n'est pas le cinéma virtuel. Le cinéma virtuel est l'alliance de la performance capture couplée à un tournage en studio, et pour le moment, la liste de films étant fait entièrement avec ce procédé, se compte sur les doigts de la main d'un polydactyle. Il y a le Pôle Express de Robert Zemeckis, Monster House de Gilles Kennan ou Kenan, je sais pas, La Légende de Beowulf de Robert Zemeckis, Le Drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, Milo sur Mars de Simon Wells et Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne de Steven Spielberg. 6 films seulement, dont la moitié pour Zemeckis, et pourtant il y a de fortes chances pour que vous en ayez loupé quelques-uns. Heureusement ce n'est pas de votre faute, mais nous verrons ça plus tard. Le cinéma virtuel est une révolution, mais avant de voir en quoi c'en est une, il faut s'attarder sur sa mise en place et ses contraintes. Tout d'abord le studio, qui je le rappelle se nomme le volume, est plutôt petit, une dizaine de mètres de côté, suffisant pour la plupart des scènes, mais trop petit pour des scènes avec de longs déplacements. Ensuite vient le costume. Contrairement à la performance capture des tournages réels, ils peuvent être de n'importe quelle couleur, mais l'ordi ne repère les costumes qu'après une petite danse qui calibre le système et permet d'avoir des prises nickel. Ensuite, avant une prise, les acteurs prennent une pause en T, indiquant au système le début de l'enregistrement. Cette pause faite à la fin de la prise marque la fin de l'enregistrement. C'est une sorte de clap. Parlons maintenant des accessoires. Vous avez sans doute remarqué qu'ils ne correspondent pas vraiment à la réalité. La raison vient des marqueurs qui doivent être le plus visibles possible et des accessoires réels les masqueraient. Donc tout le mobilier et autres est en fil de fer, et les acteurs les manipulent comme des vrais. Et ça, c'est un bateau, ça, une voiture, et ça, des buissons. De plus, tous les accessoires sont scannés et reconnus par la machine et possèdent un double virtuel déjà existant. Si ça n'a pas l'air important pour le moment, ça l'est pour la suite. Quant à la couleur, c'est juste pour les reconnaître en tant qu'accessoire. Avec tout ça comme contrainte, on voit mal où est la révolution là-dedans. Les acteurs ne ressemblent à rien et doivent se plier au système. Les décors sont vides, pas vraiment immersifs, et les objets sont du grillage à poules colorées. C'est que cette étape n'est pas la plus importante. Et pourtant, c'était le tournage. Si vous avez bien regardé les images, vous vous êtes rendu compte que les acteurs ne ressemblent pas forcément à ce que l'on a au final à l'écran.
C'est là la première évolution du cinéma virtuel. En fait non, c'est propre à la motion capture, mais c'est intéressant d'en parler. La performance capture permet de se libérer d'un physique pour en posséder un autre, virtuel. Voici Beowulf dans le film, voici Ray Winstone en vrai, bedonnant et massif, mais loin de la carrure du grand Goethe. De même voici Michel Musso face à son avatar DJ Hartner. Dorénavant, tout le monde peut jouer tout le monde, car c'est l'interprétation qui compte. Plus de discrimination à l'âge comme le connaissent les actrices de plus de 40 ans, ou au physique comme celui de Ray Winstone. Même Timothy Spall, avec son 1m70 et son physique particulier, pourrait jouer un beau gosse noir de 2 mètres. Aucune limite n'existe. Mais tout ça n'est rien face au cinéma virtuel, car contrairement à un tournage classique comme on le fait depuis 120 ans, la caméra ne sert à rien. Elle est là la révolution. Depuis le début du cinéma, tout tourne autour de la caméra. Les décors, les costumes, l'éclairage, les acteurs. Et de grandes innovations ont été pensées pour enrichir ces possibilités, comme la Steadicam permettant de stabiliser les images, la grue caméra faisant de beaux mouvements, ou encore la Spidercam permettant des plans aériens. Avec le cinéma virtuel, tout ça est balayé d'un revers de la main. Un dialogue champ contre champ peut être filmé en une seule fois, ainsi que de longues scènes un peu comme au théâtre. Et si le réalisateur le veut, il peut aussi faire passer sa caméra sous les voitures sans avoir à mettre en place des systèmes compliqués. Le tournage n'étant pas figé en 2D, le réal peut modifier un plan selon ses envies et selon l'interprétation des comédiens bien après les avoir filmés. Il peut changer de place un acteur dans une scène ou mêler 2 prises différentes en une seule, sans coupure visible. Un tournage classique est plus rigide, il faut parfois plusieurs prises pour une scène, et si au montage il manque quelque chose, ou si le réalisateur a une autre idée, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait des prises additionnelles, soit on fait avec ce que l'on a. Le cinéma virtuel permet donc une grande souplesse, conjuguée à un tournage beaucoup plus rapide, vu que les acteurs ne se déplacent pas dans différents décors, ils ne changent pas non plus de costume, il n'y a pas d'éclairage à régler, et le tout se fait en un minimum de prises. La prévisualisation des scènes sur ordinateur couplée au scan des objets permet en plus de se rendre compte du résultat en direct, dans une version encore grossière, mais là encore il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la journée pour regarder les rushs et se rendre compte des erreurs. Les possibilités offertes par le cinéma virtuel semblent illimitées. Pourtant, peu de ces films ne seront un grand succès au box-office. Pourquoi? 3 raisons à cela. La première est le manque criant d'expressivité des avatars qui aboutit à une sorte de malaise. 2 choses expliquent ça. La faute de Robert Zemeckis déjà. Il avait tellement confiance en son procédé qu'il a interdit aux animateurs de retoucher les interprétations des comédiens. Et comme le système de capture n'était pas assez fin, il manque une grande palette de jeux. Par exemple, le Gollum de 2002 est crédible, et ce n'est pas grâce à la performance capture comme on le dit souvent à tort, mais grâce aux animateurs. Ils se sont basés sur le jeu d'Andy Serkis, mais ont aussi apporté des modifications. Au final, on ne retrouve qu'entre 40 et 80% du jeu de Serkis, pour aboutir au final à un personnage et non une créature. Pour le Pôle Express, si c'est bien les acteurs que l'on voit, une retouche en post-production aurait fait le plus grand bien. La seconde explication est plus compliquée et nous vient du Japon. Ce pays est très nationaliste, mais vieillissant. Et la robotique semble être la solution au manque de main d'œuvre, vu qu'ils ne veulent pas d'émigrer même si ça change depuis 2011. C'est donc tout naturellement que des robots à visage humain apparaissent, mais un problème se pose alors que le roboticien Masahiro Mori appellera en 1970 la vallée dérangeante. Cette théorie dit que plus un robot humanoïde est proche de la vérité, plus ses imperfections apparaissent. Il y a un rejet. Pour prendre un autre exemple très différent, les loups du jour d'après ne sont pas crédibles, car on connaît parfaitement les chiens et leurs déplacements, et comme ceux du film ne correspondent pas vraiment à la réalité, on n'y croit pas. Si pour un simple chien on a un rejet, pour un visage humain c'est encore pire, car nous sommes programmés pour le reconnaître n'importe où, même là où il n'y en a pas. Donc s'il est facile d'être triste pour une lampe, et de trouver un bébé taxi mignon, il faut beaucoup plus de soins pour animer des personnages comme le prince, qui est réaliste. Pixar le sait bien en disant que si ces personnages ne sont pas réalistes, ils ont au moins une âme. On ne peut pas vraiment leur donner tort là-dessus. Regardez Carl Fredricksen. Pas de conduit auditif, pas de narine non plus. Ça ne rime même pas. C'était pas le but, mon gars. En plus, sa tête fait un tiers de son corps, et pareil pour Russell qui ne possède pas de cou. Et pourtant, ça fonctionne vachement bien. Par contre, Final Fantasy s'y est cassé les dents, et Robert Zemeckis aussi, même si on est loin de faire face à des U-boats. Il faudra attendre le 3e film, La légende de Beowulf, pour commencer à y croire. Mine is strength and lust and power. I am power. Puis le drôle de Noël de Scrooge confortera ce sentiment. C'est que Beowulf apporte un plus avec des électrodes placées près des yeux et restituant très fidèlement leurs mouvements, et que Scrooge profite des techniques mises au point pour Avatar en utilisant des caméras filmant uniquement les visages. Les aventures de Tintin fait un bond en avant grâce aux acquis de Weta, qui a justement fait Avatar,
mais aussi King Kong et bien sûr Gollum. La vallée dérangeante est dorénavant franchie, sauf avec certaines personnes peu habituées à ce genre de long métrage.